Bonjour à tous. Comme il a été dit, effectivement, je vais essayer de faire relativement rapide dans ma présentation pour laisser la part belle aux questions. Et d'autant plus que je suis, entre guillemets, un nouvel arrivant sur la place de Paris après avoir passé une quinzaine d'années à Londres, plutôt dans le secteur bancaire. Et donc, du coup, ravi d'échanger avec vous. Voilà, auditoire, je pense, très clairement intéressé et intéressant. Et donc, de ce point de vue-là, l'inflation est pour moi un sujet auquel je m'attache beaucoup depuis 15 ans dans l'analyse macro où j'étais en banque et arrivé chez AXA IM depuis un peu plus d'un an. Donc, vraiment intéressé par vos questions. Donc, je vais balayer une quinzaine de slides en, j'espère, un quart d'heure. Et puis effectivement, voilà, laisser une demi-heure ou presque à l'échange, parce qu'effectivement, en tant que citoyen, en tant que professionnel, c'est un sujet qui anime et c'est a priori un sujet qui va rester avec nous. Donc, mieux vaut être informé et effectivement échanger sur toutes ces questions-là. Donc, très rapidement, il y a trois gros sujets que je vais balayer. Un sujet qui est lié au cadre analytique, qu'on peut voir l'inflation de deux façons. Soit on la voit de façon bottom-up, donc on agrège toutes les sous-composantes énergétiques, alimentaires, les biens, les services que vous et nous achetons tous les jours, soit d'un point de vue macroéconomique. Donc là, c'est l'approche avec une courbe de Phillips, avec le taux de chômage, les salaires, pour faire simple, mais je vais revenir en détail. Le combat, comment est-ce qu'on combat l'inflation? C'est un combat qui, d'un point de vue de la politique économique, est principalement, voire uniquement lié à ce que la Banque Centrale Européenne peut faire, donc l'autorité monétaire en ce qui nous concerne, mais pas que. Il y a aussi un débat qui est à l'œuvre aujourd'hui et qui va continuer à l'être vis-à-vis des autorités budgétaires et des autorités de régulation sectorielle également, qui contribuent et qui peuvent contribuer de manière importante à ces développements. Et puis la conclusion, rapidement, voilà, c'est que le retour à une inflation quasi inexistante, comme on l'a vécu depuis 15 ans, entre 0 et 1%, a peu de chances d'arriver. Donc effectivement, mieux vaut être préparé et échanger sur ces questions-là pour notamment compte tenu des changements structurels qui sont à l'œuvre, transition digitale et écologique en premier lieu, mais pas que. On peut toujours mettre un bout de western partout et dans l'inflation aussi. Et c'est pas moi qui le dis, c'est un membre du conseil des gouverneurs de la BCE, donc quelqu'un de beaucoup plus sérieux que moi, et qui met, je trouve, les choses intéressantes en perspective, parce que l'inflation, on en parle, on l'entend tous les jours, mais il faut bien comprendre, le sujet, c'est quelle est sa source. Est-ce que la source, c'est une bonne inflation, donc on a une économie qui se porte bien, avec une demande en bonne santé, des salaires qui augmentent, et donc du coup une inflation qui est générée par des salaires, donc c'est une inflation qui est plutôt bonne, qui cherche et qui va être évidemment combattue dans une large mesure pour pas qu'elle dépasse 2%, mais qui est une inflation qui est souhaitable, donc c'est la bonne inflation. Une inflation malheureuse, c'est celle qu'on a vécue principalement en 2021, en 2022, pardon, sur les prix énergétiques, donc un choc externe exogène sur lequel on ne peut pas faire grand-chose, qu'on appelle chez nous un choc d'offres temporaire et qui effectivement, mais là qui est plutôt en général temporaire et donc du coup et on l'a vu en 2008-2009, en 2011-2012, qui n'a pas vocation à se transmettre à l'économie. Et puis l'inflation mauvaise ou pernicieuse qui, elle, se met dans l'engrenage de l'économie et génère une réaction par les salaires, et dès lors se retrouve véritablement ancrée dans l'économie, et du coup qui génère un désancrage des anticipations de l'inflation à 2%, et qui est, comme ceci est effectivement le gouvernail de la Banque centrale, génère effectivement des réactions fortes, un peu à l'image de ce qu'on voit ici. Mais je pense que c'est vraiment important, et je vais y revenir plusieurs fois, de bien avoir en tête l'inflation, oui, mais quelle inflation? Il faut vraiment toujours se poser la question de est-ce que c'est une inflation qui vient de l'offre, qui est temporaire ou d'ailleurs qui peut être persistant, ou est-ce que c'est une inflation qui vient de la demande, et auquel cas, selon son niveau, c'est moins un problème parce que celui-ci est effectivement entretenu par les salaires, mais de manière contenue. Donc rapidement, l'histoire, je pense que vous l'avez tous en tête, c'est une inflation principalement énergétique, donc j'ai mis là le graphe en bas à gauche sur l'inflation zone euro depuis 2000. Un choc inédit, vous voyez bien sur l'échelle de droite, on est monté à quasiment 50% d'inflation sur les aspects énergétiques. Alors c'était une combinaison, je vais y revenir, de prix du baril, de prix du gaz, prix de l'électricité surtout. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement celle-ci est en train de passer le relais. Et c'est tout le sujet dont je pense qu'on va discuter tout à l'heure, c'est de se dire que aujourd'hui, c'est principalement l'inflation alimentaire, donc c'est la courbe rose que vous avez sur le graphe de gauche, et
petit à petit, effectivement, c'est une inflation qui est en train de passer de plus en plus aux biens et services sur lesquels, voilà, donc c'est vestimentaire, l'électroménager, les transports, l'aérien, les loyers, voilà, tous les services dont on peut consommer tous les jours. Et donc c'est ce qui est effectivement illustré sur le graphe de droite, c'est-à-dire que oui, l'inflation totale, parce que l'inflation énergétique n'est plus là ou presque, contribue de nul à l'inflation. Par contre, l'inflation, ce qu'on appelle sous-jacente, donc c'est Core FATE, c'est Food, Alcool, Tobacco et Énergie. Donc c'est de se dire qu'on continue à avoir une accélération, et donc effectivement une transmission des pressions qu'on appelle à l'habitude volatiles, donc alimentaires, énergétiques, à l'inflation qu'on appelle sous-jacente, donc qui est plus liée effectivement aux dynamiques internes et domestiques de l'économie, et qui sont pour le coup véritablement un enjeu parce qu'ils génèrent un ancrage de cette inflation, et donc un désancrage de l'inflation qui doit rester normalement à 2%. Un tableau de bord général, alors on ne va pas aller sur toutes les lignes, je vous rassure tout de suite, l'idée c'est d'avoir de sentir la pression, et là je pense que vous la sentez bien tous les jours, et ce tableau-là, quand on regarde l'ensemble non pas l'ensemble, mais voilà, une bonne partie de ces sous-composantes, justement, puisqu'on est dans le bottom-up, on est dans les sous-composantes de l'inflation, on sent bien qu'effectivement, c'est l'ensemble, et c'est bien la propagation de ces pressions inflationnistes qui est à l'œuvre, et qui est tout à fait inédite. Pardon. On est dans l'approche en agrégation, et maintenant ce qui est intéressant, et vous m'avez peut-être senti venir, c'est-à-dire qu'on a envie quand même d'enlever ces éléments volatiles, temporaires, un peu one-off, que sont les pressions inflationnistes alimentaires ou énergétiques, pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on retire quand on fait le tamis et qu'on se demande qu'est-ce qu'il y a de persistant là-dedans, qu'est-ce qui va rester avec nous à horizon 6, 12, 18, 24 mois et plus, et pas juste quelques mois parce qu'il y a un choc qui va s'estomper, et on l'a vu dans l'énergie. Qu'est-ce qu'il en reste? Et effectivement, il y a tout un panel de mesures qui a été déployé et mis en œuvre, enfin en tout cas pensé et établi par nos amis de Francfort, donc par la BCE, pour essayer justement de filtrer, de se dire voilà, qu'est-ce qui répond au cycle économique, qu'est-ce qui est vraiment de l'ordre du one-off, qu'est-ce qui est vraiment trop exagéré. Donc ça, c'est les trim min, donc c'est vous enlevez dans la distribution les 10%, les 30% des biens sur lesquels l'inflation est la plus élevée. Donc vous essayez de trouver un panier de biens qui paraît cohérent, dans lequel il ne reste pas que 10% de la consommation, parce que si on enlève tout, évidemment, il ne reste plus rien, mais dans lequel on sent un peu un panier de biens cohérent et qui est quand même représentatif. Et là, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a un premier point à la baisse, mais on reste très haut. Et donc, c'est d'ailleurs principalement pour ceux d'entre vous qui sont intéressés ou qui suivent professionnellement ce que peuvent raconter les membres de comités de politique monétaire, soit à BCE, soit en France, c'est ce qu'ils racontent, c'est qu'effectivement, cette inflation sous-jacente est signe d'une inflation persistante. Alors, c'est avec des premiers points de retournement, mais on est encore très loin, effectivement. Vous voyez là, les 2%. Aujourd'hui, on est dans les mesures entre 3,5 et 7. Donc, il y a effectivement du chemin pour aller retomber vers les 2%. Et donc, signe effectivement que cette inflation, même si la première source énergétique est derrière nous, est encore, le combat est évidemment loin d'être fini. Renversons les choses. Nous avons vu l'agrégation par les différentes composantes biens, services, alimentaires, énergétiques. Et donc, passons à l'approche macroéconomique. Donc, on va retourner les perspectives et effectivement d'essayer de comprendre, voir les raisons d'être et surtout les perspectives de l'inflation. Et donc là, le point d'attaque pour moi est assez clair, c'est effectivement les salaires. C'est là où, qu'est-ce qui peut nous emmener plus loin? Alors pas forcément plus haut, et c'est une distinction très importante, non pas que... Et là, je pense que le débat, pour moi, est assez clair, mais je serais ravi d'en discuter avec vous. Le sujet, ce n'est pas une boucle prix-salaire au sens où une relation 1 pour 1 et que du coup, les salaires augmentent à la vitesse de l'inflation et donc on va avoir de manière persistante une inflation des salaires qui va faire 6, qui va entretenir une inflation des biens et services à 6, mais c'est plus une inflation des salaires qui va maintenir à un niveau élevé l'inflation. Donc on a effectivement en France aujourd'hui des salaires dits de base qui tournent autour de 4%. Et donc bien moins que l'inflation, qui a tourné à 6 l'année dernière, donc qui prône plutôt vers une trajectoire en ralentissement. Mais par contre, on est à 4%, on n'est pas à 2%.
Donc voilà, donc c'est effectivement l'idée qu'on a ces tensions qui vont rester là. Et donc c'est effectivement un panel d'indicateurs que j'ai sortis là, des nouvelles toutes fraîches du côté des fonctionnaires allemands qui ont négocié 11% d'augmentation salariale sur 2 ans. Donc vous êtes bien au-dessus de 2%, ou même de 3% si on inclut la productivité. En France, on a non pas une indexation, mais un fonctionnement quand même qui fonctionne pas mal par cliquet avec le SMIC. Et celui-ci augmente encore une fois, est prévu pour mai, et il y a de bonnes chances qu'il augmente encore d'ici la fin de l'année. Donc vous voyez, hein, on pouvait avoir un ralentissement assez abrupt, hein, c'est le graphe du milieu, le petit point qui faisait la prévision s'il n'y avait pas d'augmentation du SMIC prévue pour mai. Et vous voyez bien que cette augmentation, même que de 2,19%, induit un ralentissement, certes, mais un ralentissement modéré de cette dynamique salariale. Et que donc, du coup, quand on prend le SMB, on va se rendre compte effectivement un atterrissage entre guillemets forcé vers les 2-3% et pas pour demain. Donc effectivement, on va être amené effectivement à vivre avec cette inflation de manière persistante. Et puis voilà, l'Italie et l'Espagne, évidemment, qui ont des effets de rattrapage après des années de vache maigre, entre guillemets, liées notamment aux conséquences de la crise de la dette souveraine, et qui effectivement sont en plein rattrapage avec des salaires qui sont encore largement en augmentation. Donc effectivement, on sent bien cette dynamique sous-jacente d'une résistance, d'une résilience de système, enfin en tout cas de ce processus d'inflation, qui non pas va être entretenu au niveau élevé qu'on a connu en 2022, donc 10% et plus, 10% pour la zone euro. Pour la France, on a eu beaucoup de chance en termes de réaction de politique économique, donc on a eu beaucoup moins, mais qui va être amené à persister effectivement via l'entretien et la boucle de cette inflation sous-jacente avec les salaires. Et donc c'est ce qu'on raconte une nouvelle fois sur les mesures qu'a la BCE à gauche. Il y a effectivement l'inflation, les salaires, parce qu'on a tout un processus de négociation qui, trimestre après trimestre, on se rend compte des différents secteurs qui négocient et renégocient leurs salaires. Et donc là, on voit bien sur ce qu'il faut en retenir d'une chose, là, c'est la barre à droite du graphe de gauche, donc la barre bleue, hop, je suis ici, voilà. Et donc on voit bien qu'on était plutôt sur un phénomène d'accélération dans le dernier point connu, qui est toujours un peu en retard, évidemment, mais qui indique effectivement une accélération. Et ce qui correspond bien aux prévisions que nous faisons, avec ici des salaires qui négociés pour la zone euro, dont le dernier point connu au 4e trimestre est tout proche de 3%, et on va avoir effectivement une accélération qui va les toucher tout proche des 5% au milieu de cette année, et après qui va effectivement décélérer. Il n'y a pas de raison de rester à 5%, mais on va quand même rester quasiment plus haut que n'importe quel des points de cet environnement-là. Tout ceci est dans un contexte macroéconomique dont la résilience est tout à fait surprenante. Et ça, c'est une bonne chose, et c'est en même temps une mauvaise chose. C'est une bonne chose parce que, et c'est parce que ça veut dire que les entreprises se portent plutôt bien, on en parle régulièrement, il y a des profits qui sont dégagés pour... Alors, il y a quand même une concentration là-dedans, hein. Il y a beaucoup de l'agroalimentaire, il y a beaucoup de l'énergétique, il y a beaucoup des transports, ce n'est pas toutes les entreprises, tous les secteurs qui se portent aussi bien, il faut quand même différencier les choses. Mais il n'empêche que quand on regarde les enquêtes de conjoncture, ce qui est sur ce quoi je pense que compte tenu du choc qui est à l'œuvre, à la fois d'un point de vue inflation et d'un point de vue réaction de politique monétaire, il faut regarder attentivement, c'est les intentions d'embauche. Elles sont toujours là, donc c'est-à-dire qu'on est dans une dynamique où l'inflation se transmet, donc des biens à la consommation se transmet dans les salaires, alors même que le marché de l'emploi est relativement en tension et ces tensions vont être amenées à perdurer. Parce que quand vous regardez les intentions d'embauche, donc c'est le graphe de gauche sur ce slide-là, vous voyez qu'effectivement, on a les derniers points, un repique à la hausse. Donc on est sur là pareil, la série repart en 97. Rarement avons eu effectivement des perspectives d'emploi et de dynamique des entreprises aussi bonnes. Et donc du coup, ça veut dire qu'il y a un caractère endogène qui est en train de se créer. Et les entreprises sont entre guillemets ravies de continuer à embaucher et donc du coup et derrière les négociations salariales évidemment sont à l'œuvre également, donc qui vont amener à perdurer ces pressions salariales. Encore une fois, pas aussi haut que l'inflation, mais en tout cas plus haut que ce qu'on avait avant, donc ça va effectivement ralentir, enfin en tout cas générer un effet de persistance sur le processus inflationniste. Alors je voulais quand même apporter un petit bémol.
Alors, on pourrait passer toute la journée, et je serais ravi d'être avec vous toute la journée, sur les dynamiques du marché de l'emploi en zone euro ou en France, mais malheureusement, vous avez des sujets autrement plus intéressants et passionnants et utiles, sûrement pour vous, à traiter cette journée. Mais néanmoins, un petit point on va dire, pour équilibrer le débat. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce graphe à droite, mais je voudrais quand même en illustrer deux choses, si vous me permettez. Donc, on est en base 100 T4 2019, donc avant le Covid. Donc, on se demande à quel point est-ce que les différents secteurs ont retrouvé de l'activité, ont retrouvé de l'emploi, ont retrouvé des heures travaillées par secteur. Et donc, il y a deux conclusions sur ce graphique qui est peut-être un petit peu fourni. C'est d'une part que la croissance, la reprise de l'emploi, là, ici, je tourne un peu, et quasiment au même niveau que le PIB. Donc, c'est-à-dire que vous avez une productivité qui est proche de zéro. Donc, on a une reprise de l'emploi au même niveau que la reprise de PIB. Donc, c'est-à-dire que on n'a pas eu d'effet d'attrition. On s'est dit, mais voilà, on a un gros trou conjoncturel pendant le Covid. En fait, les gens ont été, pour de bonnes raisons, gardés en emploi. Et effectivement, et on continue à en embaucher, mais cette croissance d'emploi ne génère pas un PIB supplémentaire. Donc, c'est-à-dire que la productivité par personne est proche de zéro. Et donc ça, c'est comme un point d'intention, parce que ça veut dire que est-ce que cette pression dont on entend beaucoup parler dans la presse aujourd'hui, non pas salaire-prix, mais profit-prix, peut effectivement perdurer. Vous embauchez des gens, mais vous avez une productivité de ces personnes-là, en tout cas au niveau macro général, qui n'est pas en accélération. Ce qui est assez contre-intuitif par rapport à la position dans le cycle où on devrait se dire, voilà, on est en rebond de ce choc, Covid et énergie, avons-nous vraiment, entre guillemets, les moyens à moyen terme d'avoir tous ces gens employés avec une productivité, encore une fois, qui est proche de zéro. Donc pour moi, ça génère quand même une question sur la soutenabilité à horizon 24 mois et plus. Les 12-24 prochains mois sont assez clairs, hein, avec la dynamique des cas de conjoncture, l'embarquement dans lequel on est parti en termes de salaire pour l'inflation, mais par contre sur, on va dire, 24 mois et plus, il y a quand même des questions sur, effectivement, le rythme de croissance qu'on a, est-il vraiment soutenable à la croissance économique et croissance des salaires vis-à-vis de la profitabilité, justement, des entreprises. Et le deuxième point intéressant sur ces questions-là, c'est la dichotomie, on va dire, parce que c'est assez surprenant également, qui existe entre le nombre de personnes employées, donc la reprise que vous avez sur ces graphes verts, et le nombre d'heures travaillées dans chacun de ces secteurs. Donc vous avez pareillement, donc sur le sujet, est-ce que le marché de l'emploi est vraiment tendu? La réponse, globalement, oui, parce qu'on n'a jamais eu autant de pression salariale pour un niveau de chômage si faible. Donc on a envie de dire que le marché de l'emploi est tendu parce que ça génère effectivement des pressions salariales, même si celles-ci ne viennent pas évidemment du marché de l'emploi. Mais encore une fois, pour élaborer un peu plus sur ce que je viens de dire, sur cette persistance, sur cette soutenabilité de cette reprise des profits de l'entreprise qui permet cette boucle en termes de salaire, il y a manifestement un gap. Et vous trouvez ça sur tous les secteurs, il me semblait bien, effectivement. Donc, c'est les petites barres roses. Donc, vous voyez que le nombre d'heures travaillées par rapport au creux de T4 2019, voilà, vous n'êtes jamais au niveau du PIB et vous n'êtes jamais au niveau de l'emploi. Vous retrouvez toujours un gap en dessous. Donc, il y a effectivement des gens qui ont été embauchés ou qui sont restés en emploi, hein, le chômage partiel aidant, mais effectivement, où le nombre d'heures travaillées n'est pas, entre guillemets, ce à quoi on pourrait s'attendre. Donc, effectivement, il y a quand même une question sur est-ce que de marge de manœuvre supplémentaire de ces gens qui sont en emploi alors là, je n'ai pas tous les secteurs, mais j'ai quand même une bonne partie des secteurs, parce que vous avez l'industrie ici, et plus les salaires privés, plus l'administration publique, vous avez 90%. Il manque la construction, mais il ne manque pas grand-chose. Hein. Je n'ai pas mis tout le détail, parce que là, ça aurait été un chart, un graphe vraiment horrible. Mais le point, c'est que vous le retrouverez vraiment pour tout. Hop. Et je suis bien. Dernier point sur cette approche top-down, et qui va faire le lien avec la politique monétaire dont je vais parler dans un instant, et d'ailleurs je reviens peut-être, c'est là où je vais faire le lien avec, ça marche bien, super, avec les différents types d'inflation. Et donc ce dont on a beaucoup parlé jusque-là, c'est le type d'inflation. Donc on est passé d'un choc exogène offre temporaire à quelque chose qui se transmet, donc qui se transmet par la demande.
parce qu'effectivement, on se retrouve avec des demandes d'emploi, un marché du travail qui fonctionne relativement bien, effectivement, des salaires qui sont dynamiques. Donc là-dessus, on est en train de passer d'une inflation malheureuse à plutôt une bonne inflation. Maintenant, le deuxième élément pour corroborer tout ça et pour finaliser le jugement, c'est alors j'ai juste mis sur l'inflation bonne, mais il faut toujours l'avoir en ligne de mire, c'est toujours mettre en perspective quelle est l'inflation tout de suite, donc que l'INSEE et Eurostat nous donnent tous les mois, quelle est l'inflation des salaires qui nous donne une inflation projetée à 12-24 mois, et quelles sont les anticipations d'inflation à plus moyen terme, donc 3 ans, 5 ans, etc. Donc est-ce qu'on peut avoir des divergences et donc là, en l'occurrence, dans le cadre de la mauvaise inflation, un désancrage des anticipations d'inflation à moyen terme qui font faire que voilà, on a effectivement une remise en question, une problématique de crédibilité de l'autorité monétaire et qui peut effectivement ancrer du coup l'inflation salariale et derrière l'inflation aux consommateurs à un niveau plus élevé que 2%. Et donc c'est ce que je voulais illustrer ici. Alors je vais principalement me focaliser sur le graphe de droite. Et là, vous voyez effectivement que sur l'inflation à 1 an, on est encore largement au-dessus de là où on était avant. Donc on est en train de baisser ici, mais on est encore largement au-dessus. Donc il y a quand même du travail à faire, il y a quand même une nécessité de l'autorité monétaire pour faire en sorte qu'il n'y ait pas effectivement ces ancrages-là. Et forcément, l'inflation à 3 ans est plus faible que l'inflation à 1 an, parce qu'on n'a pas effectivement tous ces effets volatiles, notamment liés à l'inflation alimentaire. Et donc c'est la courbe en orange ici. Et vous voyez effectivement que l'horizon à 3 ans, quand vous enlevez justement, c'est ce dont je vous parlais, l'inflation au-delà de 24 mois, où on peut dire que les salaires vont durer, la dynamique salariale va durer pendant au moins 18-24 mois. Quand vous allez au-delà de ça, vous vous retrouvez encore avec un petit delta là par rapport à là où vous étiez avant. Et donc, ça effectivement génère des questions alors qui sont beaucoup moins, vous le conviendrez bien, hein, beaucoup moins, des pressions beaucoup moins fortes qu'on pouvait avoir par rapport à depuis 1 an. On est en train de se stabiliser, on est en train de revenir. Le chemin est en route, mais le chemin n'est certainement pas terminé. Donc là, il y a effectivement une attention particulière de notre part professionnelle, mais surtout de la part de l'autorité monétaire, pour se dire, est-ce qu'on est vraiment en train de revenir dans un monde où on peut anticiper une inflation à 2%, ou est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, on est en train de déraper, bon an, mal an, et avoir une inflation qui part au-delà. J'en viens et j'en conclus avec le combat sur l'autorité monétaire et la BCE principalement. Je vais passer rapidement parce que je pense que c'est bien connu. On a effectivement une réaction historique de la BCE avec une remontée des taux. Alors malheureusement, on n'a pas beaucoup de cycles de hausse de taux en zone euro. La preuve est qu'on n'a pas eu d'inflation pendant 15 ans, donc ceci explique cela. Mais bon, il faut quand même regarder ce que l'économie, effectivement, le choc de resserrement de politique monétaire qui est en train d'avoir lieu, qui est quand même assez impressionnant, qui pour l'instant se transmet de manière relativement modérée, donc c'est toujours cette courbe jaune-vert dans l'économie, où on ne voit pas encore vraiment quelque chose de symétrique entre la réponse en termes de remontée des taux et la remontée des taux en termes de les banques qui prêtent de manière en 1 pour 1 à l'économie. On voit qu'on est toujours sur un ratio qui tourne autour de 0,5-0,6, qui est relativement cohérent à ce qu'on avait jusque-là. Une des raisons à ça, c'est qu'on a encore beaucoup de liquidités dans le système. Donc c'est qu'effectivement, il y a la politique monétaire s'est mutée, entre guillemets, uniquement en réponse par les prix, donc par le taux d'intérêt, à une réponse quantitative. Donc par le quantitative easing, donc les achats d'actifs par la BCE depuis presque 10 ans, qu'elle commence à réduire, mais il y a encore beaucoup de liquidités dans le système. Donc, ce qui peut être une des raisons pour lesquelles, effectivement, cette transmission de la remontée extraordinaire des taux d'intérêt historiques qu'on a eu jusque-là ne s'est pas encore véritablement transmis à l'économie. Et le point d'interrogation, c'est plutôt un quand que plutôt un si. Donc, il faut vraiment être attentif là-dessus. Et a priori, il y a de bonnes chances que la BCE accélère sa réduction du bilan pour justement faire en sorte que l'économie sente bien la remontée des taux pour faire en sorte justement de faire atterrir ces anticipations de l'inflation dont on parlait il y a un instant de manière aussi rapide que possible. J'en finis avec 2 derniers slides et puis après on ouvrira le débat. Enfin, 2 derniers graphiques, pardon, il me semble. Le premier, c'est, mais rapide, sur la politique budgétaire, qui a été, oui, là,
pour soutenir le pouvoir d'achat et principalement pour ceux qui en ont le plus besoin. Et il me semble que Julien de l'INSEE reviendra largement là-dessus sur les conséquences en termes d'inégalité de l'inflation. Mais par contre, moi, ce que j'en retire beaucoup, c'est les parts bleues et les parts vert foncé, bleu foncé et vert foncé. Et donc, vous voyez, donc ça, c'est la BCE qui a calculé ça. Et vous voyez la part des mesures qui ont été pas du tout ciblées. Donc voilà, donc toutes les réponses au prix à la pompe, etc. À la fois en termes de mesures en termes de prix ou de mesures en termes plutôt à soutenir les revenus, pardon. Même pour les mesures qui devaient soutenir les revenus, n'ont pas été ou en trop faible part ciblées par rapport au niveau des revenus, ce qui est quand même assez incroyable. Et donc du coup, et c'est là où j'en viens à mon point et la conclusion, c'est qu'il y a une véritable croiser les chemins, ou en tout cas une politique budgétaire à contre-courant. Donc elle a plutôt soutenu la demande, et elle continue à le faire d'ailleurs, et d'où l'appel de la politique monétaire, de dire, ben voilà, État, ministre des Finances, chers amis, arrêtez de soutenir, parce que plus vous continuez à soutenir l'économie, plus moi, autorité monétaire, je vais devoir vous taper dessus, parce que je vais devoir monter les taux encore plus vite. Donc là, il y a effectivement un changement de discours qui doit avoir lieu progressif, certes, mais surtout sur les mesures qui doivent être maintenues, de maintenir de manière les mesures ciblées et par grâce arrêter ces mesures qui sont trop larges, qui ont été déployées rapidement et pour de bonnes raisons initialement, mais qui ont été maintenues trop longtemps et qui probablement aident un peu trop l'économie à soutenir à ce choc à la fois inflationniste et de remonter des taux, et qui finalement poussent la BCE à en faire trop. J'en viens et j'en conclus ici. Rapidement, je pense que vous connaissez bien l'histoire, mais je pense que c'est quand même toujours intéressant de se souvenir de ce qui se passe au niveau sectoriel, avec les prix des télécommunications. Donc il y a aussi un rôle à jouer des aspects de la concurrence, avec une littéralement déflation très importante qui a eu lieu effectivement avec l'ouverture avec un quatrième opérateur en 2010-2011, qui a effectivement généré une déflation de l'ordre de 15%. Donc des choses peuvent se passer pour venir entre guillemets contrecarrer ces dynamiques inflationnistes. Donc il y a un rôle à jouer de la part de régulateurs sectoriels. Et puis voilà, il a un seul objectif, effectivement, l'inflation à 2% à moyen terme. Voilà, j'en ai déjà pas mal parlé, je vais rester là-dessus. Et puis finalement conclure et m'arrêter proprement dit avec ce graphique pour dire, voilà, dans nos prévisions, on a effectivement un retour à la normale, donc vers les 2%. Donc on n'est pas du tout de ceux qui pensent que l'inflation est en train de déraper de manière durable bien au-delà des 2%. On atterrit vers les 2%, mais on est plutôt convaincu du fait que l'inflation aura tendance à se maintenir un peu au-dessus des 2%, en tout cas à notre horizon de prévision fin 2024, plutôt que confortablement à ou sous 2%. Et donc du coup, ce qui exclut le scénario de Armageddon, récession, crise financière, etc. Et ce qui aussi implique le fait que la politique monétaire devra a priori remonter ses taux plus haut que les 3,75 que nous avons dans notre scénario de baseline, qui s'arrête enfin voilà, de 75 en juillet, et puis on laisse les taux là. Donc il y a plutôt un risque à la hausse sur remonter les taux plus fortement. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis voilà, malheureusement, je ne peux pas rester avec vous pour l'ensemble de la journée. Donc c'est un peu maintenant ou jamais pour les questions en ce qui me concerne. Donc la parole est à vous. Merci à vous. Toujours un premier, donc... Bonjour, merci de cette intervention riche, instructive. Vous avez évoqué au début la transition écologique et la transition digitale comme étant potentiellement inflationniste. Je pense que sur la transition écologique, on comprend bien pourquoi. Je n'ai pas bien compris pourquoi la transition digitale, vous l'identifiez potentiellement comme étant inflationniste, alors que intuitivement, on pouvait peut-être plutôt penser l'inverse, qu'au contraire, elle pourrait être déflationniste. Mais c'est peut-être moi qui ne comprends pas bien. Merci. Non, vous avez tout à fait raison. L'idée, c'était plutôt d'évoquer des sujets structurels
et qui là en l'occurrence vont initialement plutôt en sens inverse. Donc effectivement la transition digitale est plutôt désinflationniste plutôt que la transition écologique ou verte et les inflationnistes. Par contre, évidemment, ce que j'ajouterais juste, d'une part, il y a quand même une énorme incertitude sur de combien, à quel horizon. Et ce que je voudrais aussi, ce qui, on ne peut pas me garder éveillé, mais ce que je pense qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a aussi dans cette transition digitale des implications sur le marché du travail, et donc du coup sur une force de réserve des gens en emploi qui vont avoir un pouvoir de négociation supérieur, parce que plus formés, au cœur, aux manettes des chats GPT et autres, hein, pour caricaturer, et que donc du coup, oui, par rapport à l'ensemble de la population, effectivement, c'est des inflationnistes parce qu'une bonne partie, enfin, schématiquement, ça veut dire effectivement le nombre d'emplois qui seront amenés à partir malheureusement. Mais pour ceux qui restent, on a un effet de composition qui, initialement, effectivement, peut limiter l'impact inflationniste à court terme. Mais par contre, sur une perspective à moyen terme, ça veut dire que ceux qui sont dans le système et qui sont quelque part aux manettes de cette économie digitalisée, ceux qui restent, effectivement, risquent d'avoir un impact, enfin une capacité de négociation salariale supérieure liée à leur positionnement dans la valeur ajoutée et dans le pilotage de ces systèmes-là. Donc là-dessus, ceci dans un contexte démographique aidant, enfin en tout cas qui va aider ceux qui sont encore là, parce qu'on a une participation au marché du travail qui va avoir tendance à se réduire. On a effectivement ces personnes-là qui seront au cœur du système à avoir un point de négociation. Mais c'est vrai que voilà, à court terme et dans cette transition, c'est plutôt effectivement des inflationnistes. Par contre, il ne faut pas perdre de vue que cette transition elle a un moment un point d'arrivée et que ce point d'arrivée-là, il n'est pas forcément uniquement des inflationnistes en ce qui concerne la transition numérique. Dans la veine de cette transition, vous n'avez pas réellement évoqué aussi le phénomène des relocalisations, parce que si je ne me trompe pas, au cours des dernières décennies, les délocalisations ont pesé sur les prix en faveur d'une modération des prix, et qu'aujourd'hui on essaye de relocaliser, ça va coûter plus cher, parce qu'on va produire peut-être plus cher, enfin sans doute un peu plus cher. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, sur la durée de ce phénomène notamment, enfin l'impact sur l'inflation? Alors absolument. Dans notre horizon dans ce que nous considérons notamment en termes de prévision, pour être tout à fait franc et transparent avec vous, on a zéro là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'à horizon 24 mois, on va avoir des choses substantielles qui vont se transcrire et qui vont avoir de relocalisation et qui vont générer effectivement une inflation significativement supérieure par rapport à ce qu'on aurait eu sinon. Tout ceci prend évidemment beaucoup de temps, mais par contre, à la fois dans la diversification de fournisseurs liés à la fois au Covid et liés à la guerre en Russie, ceci implique effectivement des coûts, notamment de gestion des stocks plus élevés. Sur les entreprises qui souhaiteraient se relocaliser effectivement également. Par contre, ceci effectivement est une transition à moyen terme qui est clairement inflationniste. Le système économique international s'est basé sur une complémentarité à outrance de l'univers développé et pays émergent. Ceci, dans une large mesure, doit être mis en question. Et donc, il est évident que pour les entreprises qui souhaiteraient, en gros, sortir de l'Asie du Sud-Est, de la Chine et revenir en Europe ou aux US, il y a un impact négatif. Le bémol que j'apporte là-dessus, en termes dans mon œil de projectionniste, c'est les incitations, ou en tout cas le modus operandi budgétaire. Et ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que quelle est la part du rôle du pouvoir public, et en l'occurrence, il y en a beaucoup, à effectivement inciter cette relocalisation et inciter de telle façon, en fait, que ceci ne se transmette pas, génère pas effectivement de hausse de prix, parce que la caisse, entre guillemets, a été tirée avant, et c'est tout à fait l'objet du programme de Biden IRA, et de ce qu'est en train de mettre en musique la Commission européenne aussi. Et donc, du coup, philosophiquement et sur le papier, je suis complètement d'accord avec vous.
Maintenant, quand vous avez la joie, comme moi, d'avoir le nez dans les prévisions d'inflation, que vous effectivement dire comment ça fonctionne, vous avez effectivement l'équilibre de moyen terme qui est, on va aller plutôt plus haut, parce qu'on n'est pas sur une tendance de déglobalisation où on revient, on se referme complètement sur nous, pas du tout. Mais effectivement, on a envie de mettre quelque chose un peu plus haut. Mais par contre, comment la tuyauterie de tout ceci fonctionne, on a quand même des choses dans le système qui vont soutenir cette dynamique-là. Et donc, du coup, est-ce qu'on va se retrouver dans ce système, enfin, quel est l'équilibre entre justement les mesures qui soutiennent entre guillemets le revenu, donc là je parle évidemment de revenus d'entreprise, et quelles sont les mesures qui pourraient soutenir entre guillemets les prix. Donc je pense qu'il faut toujours avoir quand même en tête, effectivement, vous avez raison, sur le moyen terme on est là-dedans. Par contre, dans cette transition, pas évident de se dire tous ces subventions, effectivement, dans quel cadre en fait on peut effectivement avoir une relative bataille des prix, parce qu'augmentation de la concurrence et des nouveaux acteurs, et là j'en reviens à mon exemple très spécifique et illustratif de ce qui s'est passé en France avec l'arrivée de Free, et auquel cas on a effectivement des baisses de prix importantes. Donc je pense qu'il faut un peu faire la part des choses, et ceci n'est pas forcément la résultante de ce qui va arriver, mais je pense qu'il va avoir l'esprit un peu plus ouvert que de se dire que ce qui va revenir en termes de la capacité productive en Europe ou dans les pays développés par rapport à ce qu'on avait avant, c'est pas si clair que ça, que dans cette transition-là, ce soit forcément que de l'inflation. Mais par contre, effectivement, à moyen terme, ça allait plus tôt. Pardon. Bonjour, merci pour votre intervention d'abord. Moi j'ai une question vis-à-vis de... Donc vous avez parlé du fait que c'était l'alimentaire en ce moment qui avait un fort impact dans les prix. Et aujourd'hui on voit aussi que d'un point de vue climatique, la situation en Europe et des pays alentours commence à être assez alarmante. Donc il y a en France pas mal de départements qui sont en état de sécheresse avancée. On entend en Espagne, donc il y a déjà des énormes canicules. Au Maroc, on commence à avoir des annonces de récoltes qui vont être très très basses. On a aussi après, donc en Ukraine, qui fournissait avant beaucoup de céréales. Il y a toujours la guerre, donc on a beaucoup d'incertitudes sur les récoltes. Et je vois que vous avez des anticipations finalement d'inflation qui vont revenir à des niveaux assez bas. Et est-ce que vous avez tenu compte de tous ces événements et notamment de tous ces points-là sur le climatique et les incertitudes qu'on peut avoir, notamment donc sur les prix de l'alimentaire à partir de cet été, quand il y aura les récoltes qui vont arriver et beaucoup d'incertitudes sur tout ce qu'on va pouvoir retrouver en termes d'alimentation? Non, merci beaucoup effectivement pour cette question qui est, encore une fois, structurelle et structurante, très importante, sur lequel, alors la réponse en un mot, c'est non, pour faire court, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas sensible et qu'il n'y a pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sujet. Et là-dessus, il y a deux raisons. La première, c'est que ceci est un événement avec une mémoire relativement courte. Donc oui, ça fait déjà 3 ans qu'on a des problèmes de sécheresse, notamment en Espagne. Mais par contre, quand vous faites, encore une fois, vous avez le nez dans les prévisions, vous ne trouvez pas en fait ce souci-là. Donc la question c'est à quel point est-ce que les différents chocs que nous subissons, énergétiques, alimentaires, transition, tout ceci c'est en train de se mettre dans la marmite, entre guillemets, et effectivement va générer des surprises à la hausse. Le souci que moi j'ai, c'est que quand vous faites des relations statistiques et économétriques de très bas étage par rapport à ce que vous pouvez faire, vous ne trouvez rien en fait. Et donc, du coup, c'est compliqué d'aller mettre un markup et de dire, voilà, il y a X qui va être dû à... parce que je mets un jugement subjectif là-dessus. Alors, je ne dis pas qu'on le fait, mais pas de manière suffisamment marquée, parce que la justification statistique de modèle, de mon point de vue, est trop limitée et trop incertaine, même si intuitivement et subjectivement, on sait que voilà, on est parti pour un cycle qui vient de démarrer sur cette transition écologique et lié à la sécheresse, et lié d'autant plus, comme vous le rappelez très justement, aux approvisionnements en céréales, etc., qui sont sous tension et qui vont plutôt avoir un biais à la hausse. Et donc, moi, je le mets ce biais à la hausse là, mais de manière relativement modérée, parce que la relation statistique n'est pas évidente du tout pour l'instant. Alors qu'encore une fois, ça fait déjà 3 ans qu'on a eu ce souci-là, mais on ne le voit pas encore dans les prix. Donc, il y a ce souci-là. Et après, pour être tout à fait, non, je l'ai pas mis, mais pour être tout à fait transparent avec vous une nouvelle fois,
c'est que, et d'ailleurs c'est assez intéressant d'avoir cette discussion-là, parce que, et c'était un peu ce que je voulais illustrer dans ce graphe-là, c'est que autant les pics de l'énergie, on sait faire, c'est quasiment du 1 pour 1 ou du 0,8 le mois suivant sur les prix du diesel, du gasoil ou sur le gaz, hein, comme on l'a eu. Donc ça, on sait faire, et il y a des forwards qui nous aident à dire où on va atterrir, et donc de poser des hypothèses. Le problème, en toute transparence, et ça je suis ravi quelque part de vous poser la question pour vos futurs intervenants, de dire trouvez-moi quelqu'un qui sait faire une prévision de prix alimentaire. Et en fait, le problème, c'est que le souci qu'on a, c'est qu'effectivement, on a un choc historique, comme vous le voyez sur ce graphe-là, on l'a vraiment jamais eu, et que vous avez effectivement une décorrélation entre des prix, le peu d'informations qu'on peut avoir sur les prix de la FAO, etc., les prix mondiaux, soit sur les marchés, soit collectés par l'agence de la Banque mondiale. Et en fait, la relation est très pauvre. Donc on a du mal à voir vraiment. Et donc là-dessus, on peut mettre plein de choses, voilà, des prix d'input, on peut mettre des profits, on peut mettre plein de choses. Mais la capacité d'explication, et encore quand ça revient à la question de tout à l'heure sur est-ce que je suis capable, est-ce que j'ai suffisamment confiance, est-ce que je suis dans mes 95% de dire, voilà, à horizon 24 mois, j'ai l'inflation alimentaire qui va rester à entre 5 et 8%, alors que normalement, elle devrait être plutôt à 2, parce que mon input énergétique est en train de chuter monstrueusement. Et en fait, la confiance que j'ai là-dedans, malheureusement, n'est pas suffisante pour dire effectivement que c'est suffisamment certain. Mais par contre, je vous rejoins tout à fait sur l'aspect subjectif et de l'histoire qu'il y a derrière, qui part effectivement de quelque part cette tectonique des plaques qui est en train de se mettre en marche et qui raconte cette histoire de manière très bien. La question que moi je pose, c'est je la mets quand, cette tectonique, ensemble? Je la mets au T1, je la mets au T2, je la mets en novembre 2023. Et en fait, voilà, on peut immédiatement mettre un biais, mais de raconter une histoire sur suffisamment confiance, avec suffisamment de certitude là-dessus, malheureusement, c'est encore un peu limité. Donc c'est ce qu'on va vous dire, encore une fois, de manière très transparente, ce sont des risques à la hausse, mais sur lesquels, voilà, en tant que prévisionniste, c'est compliqué d'y mettre un poids suffisamment important pour dire ceci va rester à ce niveau-là. Il nous reste vous remercier, on a pris un peu de retard, donc on a une petite pause, on va dire, de 10 minutes. Et un grand merci pour cette présentation éclairante. Merci beaucoup, j'étais ravi d'être avec vous.